Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes en Amérique du Nord ici. Ici c'est le travail, il faut bosser. Est-ce que ces chômeurs de la place de Paris là peuvent faire comme nous? En même temps qu'on travaille dur, on fait des cours avancés. Et là je prépare un PhD, donc un doctorat. Vous comprenez? Donc il faut avoir de la volonté pour faire tout ça. Et là encore, il faut ajouter les affaires du Congo. Aller faire toutes ces recherches. Nous disposons au moins de 4 heures par jour, sur les 24 heures que le Créateur nous a données, pour parler des affaires du Congo, faire des recherches et présenter la vérité au peuple congolais. Vous voyez, le Congo qui nous est devenu un casse-tête pour tout le peuple. Et si nous ne le faisons pas, personne ne va le faire à notre place. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous faisons face aux intellectuels qui ont été tous sodomisés par Sassou. Sassou a pris leur femme. Sassou leur dit, ouais, amène-moi ta femme ici. Et Sassou finit de faire ses besoins sur sa femme. Et toi, tu prends la femme, tu repars avec. C'est comme ça que Sassou arrive à sodomiser tous les intellectuels. Il les sodomise par la nuit. Il prend leur femme, il leur donne des miettes. Il contrôle tous les intellectuels du Congo. Voilà pourquoi la réalité de ce que Grégoire Lefoba venait de dire dans sa vidéo, il est très clair là-dessus. Étant un faux intellectuel. Mais par le fait qu'il ne réussit pas à s'identifier en tant qu'intellectuel réel. Comment s'identifier vrai intellectuel, sinon intellectuel réel? Je vous prends le cas du Congo, oui. Pour ne pas bavasser n'importe comment. Oui. Au Congo, le statut d'intellectuel est apparu en 1968, oui. Quand Pascal Lissouba, Tissé Tchikaya, Lopez et Satou ont écrit la lettre au président. Oui. C'est ça le statut, l'acte fondateur de l'intellectuel au Congo. Oui. Je vous ai parlé d'Émile Zola, je vous ai parlé de Gramsci, je vous ai parlé de Jean-Paul Sartre. Ben maintenant, si vous voyez la contemporanéité, vous pouvez choisir parmi ceux qui sont au Congo ou ailleurs, si vous leur attribuer le statut d'intellectuel. Pour ma part, un intellectuel, c'est celui qui doit, quand il est à côté d'un chef, doit lui dire ce qu'il pense, mais avec la courtoisie voulue, assignée, recommandée pour la bienveillance de l'esprit. Parce qu'il y a deux formes de politesse. Il y a la politesse de manière et il y a la politesse de l'esprit. Ce qu'on recommande aux intellectuels, ce n'est pas forcément la politesse des manières, mais d'abord et surtout la politesse de l'esprit. Le Congo n'a plus d'intellectuels. Pourquoi il n'y a plus d'intellectuels? Parce que tous ces Congolais-là ont vendu leur côté intellectuel à cause de l'argent. Ils ont monnayé leur intelligence, ils ont monnayé leur dignité, jusqu'à même à suyer la dignité de leurs femmes en apportant leurs femmes à Sassou Denis. Voilà pourquoi le pays n'avance pas, parce que ceux qui se disaient les plus intelligents, ceux qui se disaient les plus bons, ceux qui se disaient, ceux-là qui se disaient qu'ils avaient une intégrité, mais ils ont perdu cette intégrité à cause de l'argent. C'est cela que nous sommes en train de se battre, pour dire au peuple congolais qu'on ne peut pas. Ce qui reste dans la dignité d'un homme, c'est son intégrité, c'est sa liberté. Quand tu te décides de vendre ta liberté pour des motifs d'argent, et surtout que tu le vends pour de l'argent qui n'appartient pas à Sassou, qui n'appartient pas au PCT. Parce qu'il faut dire que l'argent là, c'est ton argent à toi, c'est l'argent du peuple. Donc tu ne peux pas te permettre de vendre ton côté intellectuel pour de l'argent. Toi-même que tu sois chômeur, que tu sois là à chercher, à travailler les champs, aller soulever les cartons, à faire tout ce que tu peux pour te donner le minimum de vivre, que de suyer ton intégrité, surtout de suyer ta dignité. Tous ces intellectuels que vous voyez au Congo, Sassou est sorti avec toutes leurs femmes. C'est ça qui est la réalité. Parce que quand un homme arrive à vendre sa femme pour le motif d'argent, mais qu'est-ce qui va te rester? Quelle est ta valeur qui va te rester? Vous voyez? Et de surcroît, Sassou leur dit, tu ne peux plus te divorcer avec cette femme-là. Parce que Sassou sait que tu es venu lui donner la femme, il te donne de l'argent, il te nourrit. Toutefois que lui, il a besoin de toi, il t'appelle, tu baisses le pantalon et il te sodomise dans ton anus. Voilà pourquoi
tous ces intellectuels, aujourd'hui je veux dire un peu des gros mots, vous allez nous excuser pour ça, mais malheureusement c'est ce qui est la réalité au Congo. C'est un État où il n'y a plus d'intellectuels. Grégoire Lefoba l'a dit, que le Congo n'a plus d'intellectuels. Personne n'est capable de dire à ce monsieur-là que non, trop c'est trop, il faut arrêter. Tous ils ont peur parce que ils savent que c'est une machine à tuer. Sassou, c'est une machine à tuer. Mais si vous êtes des intellectuels et vous faites affaire à une machine à tuer, on fait quoi? On fait quoi? On doit forcément envoyer ce malade mental dans un centre de psychiatrie. C'est ça qui est la vérité. Donc on le dit d'une manière générale, nous nous battons pour ça. Voilà pourquoi nous avons mis le système baie vitrée. C'est pour traquer tous ces gens-là qui ne comptent que sur l'argent du Congo, qui ne pensent que leur avenir peut être assuré par Sassou ou leur avenir peut être assuré seulement dans la politique. C'est totalement faux, chers amis. En Occident, il y a des gens qui ne font pas la politique mais qui vivent leur vie d'une manière claire. Et moi, je suis doté de ce caractère. Ce que j'ai appris dans ma déontologie professionnelle, vous savez, ici au Canada, comme d'ailleurs aux États-Unis, pour devenir un ingénieur professionnel, il faut que vous passiez des tests. Il faut que vous passiez des tests. Il y a ce que on appelle 2 tests que vous allez passer. Il y a un test sur le droit, donc la loi, connaître les lois, connaître les normes. Et puis il y a un test sur l'intégrité physique, l'intégrité morale, l'intégrité dans la profession. Vous voyez? Donc, par rapport à ces valeurs-là, j'ai appris que, étant un ingénieur, je dois être un homme d'intégrité, je dois être un homme de valeur. Mon rôle, c'est de concevoir des choses qui protègent le public. Je ne suis pas là à se faire de l'argent derrière le public. Je ne suis pas là à vouloir détruire la réputation de mon État, de mon pays, à cause de l'argent. Ce sont les valeurs d'intégrité que j'ai apprises et je dois me forcer. Puisque j'ai décidé d'être ingénieur, ça fait partie des principes. Il va falloir que je respecte ça jusqu'à la fin de ma vie. Et en ajoutant à ça l'éducation de mes parents qui m'ont appris qu'il ne faut jamais voler, il ne faut jamais prendre quelque chose d'autrui, il ne faut jamais tuer quelqu'un, il faut travailler, il faut mériter. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et nous voulons que le Congo change. Le Congo change. Et quand nous faisons affaire à des Congolais qui tergiversent, qui pensent que l'argent du Congo, il faut forcément mettre la main dans la caisse de l'État pour pouvoir bien vivre. Non, chers amis. Mon père a été quelqu'un qui a travaillé dans... on peut dire, j'ai pas envie de donner ce que mon père a fait, mais mon père, pour ceux qui connaissent mon père, il a travaillé dans les villes de Wando, il a travaillé à Makwa, il a travaillé à Brazzaville, il a travaillé en Kaï, il a travaillé à Dolisie, à Sibiti. Partout où il est passé, il a laissé un bon exemple. Aujourd'hui, si je partais aujourd'hui à Sibiti, ou je partais dans toute cette ville, les gens vont nous respecter par rapport à ce que mon papa a laissé dans ce pays. Mon père a aidé à retracer beaucoup de villes au Congo. Vous voyez, une planification de l'urbanisation que les gens du système, ça se sont venus détruire. Vous voyez, chers amis, donc il faut avoir un certain nombre de valeurs, un certain nombre de lignes que vous vous donnez dans la vie où vous ne pourrez jamais dépasser. Surtout, prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, tout en sachant qu'il y a tout un monde qui dépend de ça. L'argent du Congo, c'est plus de 4 millions de Congolais qui dépendent de ça. On ne peut pas se permettre de détruire la caisse de l'État de cette façon. Voilà pourquoi mes principes me poussent à dire que nous allons traquer tous ces gens-là en justice, qu'on n'en veuille pas. Vous voyez, en Angola, le fils de Santos, aujourd'hui, fait face à la justice. Donc vous croyez que c'est le fils Sassou qui va s'échapper? On le dit, je le dis, je le dis et je le dis, nous traquerons tout l'argent du Congo que les gens de Sassou ont volé. Même si ce n'est qu'un penny ou un comme vous le dites aux Congolais, nous allons ramener cet argent-là dans la caisse de l'État. Il y aura une traçabilité. Nous allons mettre des websites qui permettront aux Congolais d'aller regarder le recouvrement de tout l'argent que nous avons eu à effectuer. Nous mettrons des websites qui permettront aux Congolais d'aller regarder tous les biens mal acquis qui ont été récupérés. Nous mettrons ces biens-là, un certain nombre de choses qu'on peut récupérer pour donner aux plus démunis, mais il y a un certain nombre de choses que nous mettrons, nous ferons des ventes aux enchères, et ça sera là en direct.
Le Congolais doit regarder. Nous allons informatiser tout le système du Congo pour qu'il y ait une traçabilité. C'est-à-dire que s'il y a une cargaison de bateaux qui quittent de quelque part, les services de douane du Congo seront informés de cette cargaison. Les services des impôts, des finances seront informés de combien ça va faire. C'est-à-dire que les revenus revenant de cette cargaison-là, combien rentrera dans les caisses de l'État. Il y aura une traçabilité et nous permettrons à un certain niveau au public de regarder. Les contrats pétroliers, ça ne sera plus du cache-cache. Ça sera mis officiellement en public. Le Congolais doit savoir ce qui est en train de se passer, surtout que c'est la gestion de la chose publique. Le Congolais qui est le propriétaire des fonds, le contributeur congolais, doit savoir comment il gère son argent, doit savoir comment il gère son pétrole. Les jeux de cache-cache, ça ne passera plus. Désormais, les contrats pétroliers vont se traiter au Parlement congolais. C'est comme ça que ça va se faire. Les patrons de ces entreprises vont venir témoigner au Parlement. Nous allons emmener le système britannique, le système anglo-saxon dans la gestion de la chose publique. C'est ça qui apporte la transparence. C'est-à-dire que les patrons de Total vont venir expliquer comment est pris le pétrole du Congo, comment est vendu. Les parlementaires congolais seront formés par rapport à ça et ça sera des parlementaires d'intégrité. Le Congo n'a pas besoin d'avoir 200 et quelques parlementaires. Pourquoi? Il va falloir qu'il y ait... le peuple doit être impliqué dans ces informations, dans la gestion, savoir comment ils gèrent le pétrole, comment ils gèrent le gaz, comment ils gèrent les autres activités. Il va falloir incorporer le citoyen ordinaire dans la gestion. Ce n'est que de cette façon que nous allons mener ce qu'on appelle en anglais the trust. We will be bringing trust to the people of Congo. People will be knowing what is happening, on oil business, what is happening in gas business, what is happening on all the financial institutions in Congo. If we can do that, everybody will be happy. Donc, vous voyez que tout un chacun de nous sera content de comprendre que oui, je suis maintenant impliqué, je suis devenu responsable, je comprends maintenant comment fonctionne le pétrole, je comprends maintenant comment fonctionne le système des douanes. Il faut que le citoyen ordinaire puisse comprendre comment fonctionne son pays. Maintenant, quand vous emmenez les citoyens ordinaires, vous impliquez les citoyens dans la gestion du pays, ça veut seulement dire que quand le pays est dans une phase de situation économique difficile, le citoyen ordinaire est informé. Et quand celui qui va gérer va lui dire « nous avons des problèmes financiers, il va falloir que nous réduisons les services », le citoyen va comprendre parce qu'il avait déjà été informé, parce qu'il connaît déjà comment fonctionne son État. Vous voyez? Donc on lui dit d'une manière claire que il nous faut des intellectuels qui vont arriver. Vous voyez que ce monsieur-là est resté là pendant plus de longtemps. Il n'a jamais informatisé le système du Congo. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il favorise le vol. Il va falloir que tout soit au clair. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont des marchandises au port de Pointe-Noire, désormais, l'argent ne sera plus payé aux douaniers. Il va falloir qu'il aille payer au trésor public congolais. Et dès qu'il paye au trésor public congolais, les services de douane sont informés et en ce moment-là, on peut libérer sa marchandise. Et toutes les marchandises qui arriveront seront déjà comptabilisées dans le système informatique. Donc vous voyez que les douaniers qui vont essayer de magouiller, de faire sortir les conteneurs auront des grands problèmes parce que nous allons déjà sécuriser la sortie des conteneurs. Et chaque conteneur sera totalement identifié par un système automatique. Donc déjà même quand vous chargez ce conteneur-là au sortie du port, déjà les capteurs système automatique vont déjà identifier ce conteneur-là. Et on va savoir le numéro du véhicule, photo du chauffeur, le permis de conduire va directement rentrer automatiquement. Ça se fait. Vous voyez ici aux États-Unis, au Canada, quand vous voulez traverser la frontière aux États-Unis ou vous voulez rentrer au Canada, c'est cela. Hein. Vous venez simplement par les caméras qui vous prennent, l'ordinateur de bord au niveau des services de douane. Ils sont déjà informés que ça c'est un tel, il vit à telle localité, il travaille ceci, il n'a jamais eu de problème de criminalité. C'est ça que nous allons ramener au Congo. Nous allons numériser tous ces calculs et nous allons voir comment les gens vont voler. Et même bon, il faut essayer de regarder avec les masses salariales, booster les masses salariales, mais bien sûr, comme on dit, give and take, vous voyez, vous leur donnez de l'argent, mais vous leur dites,
si vous voulez, nous allons couper le bras. Si vous voulez, nous allons couper l'orteil. Si vous voulez, on va faire ceci. C'est cela, chers amis. Responsabiliser les gens. Mais ça, jamais Sassou ne le fera. Parce que lui, il représente le voleur numéro 1 du Congo. Le criminel numéro 1 du Congo, c'est Sassou. Il ne le fera jamais. Parce que là, il trouve une opportunité. Voler l'argent, il gère l'argent du Congo dans son palais. L'argent du Congo n'appartient pas à Sassou. Je l'ai toujours dit que les moyens du Congo n'appartiennent pas à Poro Poro ni à Mouebara. Ça m'appartient, ça t'appartient au peuple congolais. Voilà, donc c'était ça, chers amis démocrates congolais.